Alors, Maxime est né en 1984. Voilà, c'est comme ça, il en faut. Il est diplômé de l'EDEC. Et avant de rejoindre le groupe familial, tu es passé au sein de la Société Générale à Paris et à Londres. C'était deux belles aventures, Maxime? C'était deux belles aventures très intéressantes où j'ai beaucoup appris. À la Société Générale, j'ai travaillé d'abord comme analyste Equity Utilities, donc un secteur qui me tient à cœur et surtout comprendre comment une société est à l'achat ou à la vente quand elle est cotée. Ouais. Ensuite, je suis parti en M&A, donc la fusion-acquisition. Là, c'était très intéressant, toujours sur le secteur des utilities, et c'était à l'époque un dossier sur lequel je travaillais avec d'autres, bien sûr, et en tant que junior. C'était le rapprochement de GDF Suez, donc Mestral et Cirelli, et c'était très intéressant. C'était très chaud, d'ailleurs. Hein. C'était intéressant. C'était très intéressant. Tu es parti après chez Rothschild? Tu faisais quoi chez Rothschild alors? Alors, chez Rothschild, je suis rentré dans la branche Paris, donc de David et maintenant Alexandre de Rothschild, où là, je suis arrivé dans le premier fonds private equity in-house qu'ils ont construit. Et voilà, une très belle expérience. Ça a pris. Alors après, donc il est devenu, Maxime, entrepreneur. Et 2 fois entrepreneur en créant un fonds et en travaillant dans le logiciel pour tout ce qui est énergie renouvelable. Oui, après cette période financière, une logique plus entrepreneuriale, où là, après le passage chez Rothschild, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de monter un fonds d'investissement avec des amis. Et puis, on s'est lancé dans les énergies renouvelables. Donc, c'était pas Science Rocket à l'époque, parce qu'il y avait un tarif. Un fonds de combien? Vous aviez mis combien dans le fond? On n'a, nous, pas mis grand-chose, parce qu'il y avait des seeders qui étaient principalement des fonds de pension. D'accord. Et le projet, c'était vraiment d'avoir un tarif de rachat garanti sur nos centrales solaires qu'on mettait en place, et principalement, je dirais, sur du terrain ou sur des toitures. Alors, 2013, tu rejoins le groupe familial. Pourquoi tu n'es pas resté indépendant? Pourquoi tu n'as pas fait ta vie sans sécher environnement? Tu y as pensé ou tu t'es dit que... Voilà, qui a demandé? C'est papa qui a dit viens, tu as eu envie, qui est la poule, qui est l'œuf? Non, en fait, mon père nous a toujours laissés très libres, mon frère et moi, qui lui aussi travaille dans l'entreprise. Et en fait, ça s'est fait, c'était un timing, puisqu'il y a un effet de cycle. Donc mon père a créé la boîte en 1984, et donc il y avait un certain nombre de collaborateurs qui commençaient à partir à la retraite. Et naturellement, après une discussion avec mon frère et mon père, j'ai rejoint le groupe, mon frère était déjà là, et on était très clairs sur la complémentarité qu'on avait ensemble. Et c'était un bon moment, puisque c'était le moment aussi de reconstruire une équipe. Et comme l'a dit mon père, si c'est pas toi qui le fais, tu pourras jamais rentrer. Ouais. Donc voilà, c'était le bon timing pour rentrer dans le groupe familial. Alors, le groupe familial, donc, il a été transmis. D'ailleurs, tu as une petite bise, Jean-Thomas Schmitt, hein, notre ami du groupe Epner, là, que j'ai vu tout à l'heure au téléphone. Le groupe en lui-même, donc, en 2021, c'était autour de 739 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez tutoyer le milliard, c'est l'objectif. Quels sont les grands métiers, Maxime? Alors, le groupe, on travaille bien évidemment dans l'environnement, mais on est devenu aujourd'hui un acteur de référence sur l'économie circulaire, sur la décarbonation de l'économie et sur la préservation de l'environnement pour nos clients et de la santé aussi. Et donc, on est aujourd'hui expert dans la gestion de la dangerosité et on est au service de nos clients pour leur apporter des solutions vertes, durables, clients qui soient aussi bien industriels, mais aussi collectivités. 6 000 collaborateurs, hein, tout à l'heure, pendant la première conférence sur les paiements, on parlait de la difficulté parfois d'embaucher des talents, hein, ce qu'on dit poliment les talents. Toi, c'est compliqué, c'est un vrai souci pour toi? Les gens ont spontanément envie de travailler dans les déchets dangereux? Dans les déchets, d'un point de vue général, le métier a quand même beaucoup évolué, puisque c'est devenu une ressource. Donc, il y a, avec la valorisation d'abord matière et après énergie, il y a quand même une tendance. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sensibilité grandissante aux enjeux de notre planète, de la préservation de l'environnement de notre planète, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la raréfaction des ressources, que ce soit la biodiversité. Donc, on est quand même une entreprise qui devient de plus en plus attrayante, puisqu'on est positionné sur un secteur porteur. Donc oui, il y a des tensions au niveau national sur certains métiers, mais par contre, on accompagne de plus en plus avec des formations dédiées et des plans de carrière, et on travaille beaucoup sur l'égalité femmes-hommes au sein de nos métiers. Donc 70% du business, c'est en France. Les grands clients, tu les rappelais, tu as les industriels. Il y en a d'autres également? Les gros industriels, les petits industriels et les grandes collectivités. Les grandes collectivités en France, à l'international, on est 100% clients industriels. Et l'international, donc c'est 30% du chiffre d'affaires. Hein. Et là, tu t'es développé sur quel pays? C'est quoi les pays phares? Parce qu'il y a plein de gens qui opèrent, il y a plein de concurrents également. Hein.
Oui, c'est un marché concurrentiel, mais nous sommes, nous, sur la niche, les métiers de niche, où on a un savoir-faire et une expertise dans la dangerosité qui est assez unique parce que ça nécessite de la R&D, un savoir-faire. Donc on se développe en Afrique du Sud, un petit peu en Amérique du Sud, et à chaque fois, et en Europe beaucoup, et à chaque fois, c'est dans les lieux où il y a une réglementation et une réglementation qui est appliquée, qui nous permet de déployer nos services de qualité et qui s'inscrit sur le long terme. Puisqu'en tant qu'entreprise familiale, le long terme est très important, le travail de qualité aussi. Ça nous permet d'avoir la confiance de nos clients dans la durée, mais aussi d'avoir un cadre de travail pour nos collaborateurs avec la sécurité au premier plan. 6 000 collaborateurs, combien de femmes en pourcentage? On est à 30% de femmes, mais pas autant qu'on le souhaite sur le niveau opérationnel. Et le flottant, il est de combien aujourd'hui? Il est de 30%. 30%. Pourquoi est-ce que demain matin, on doit se ruer sur l'action? Sans aucun délit initié, puis c'est filmé. Parce que vous aimez bien la dynamique du groupe et parce qu'on a un positionnement qui s'inscrit, qui est porteur et qui s'inscrit sur le long terme. Alors tu diriges une belle ETI, il y a 5500 ETI en France. Quel regard tu portes sur ce type de société, hein? Le chiffre d'affaires est large, hein, ça va de 50 millions à plus d'1 milliard. Est-ce que nous on est bon? On compare souvent les Italiens, les Allemands qui sont plus dynamiques, qui chassent en meute. Est-ce que la préférence nationale, ça serait une bonne chose quand on est une ETI qui veut grandir? Il y a un maillage d'ETI effectivement très important, plus important en Allemagne, en Italie, d'entreprises familiales qui font la force et le dynamisme du territoire. Et je pense qu'au niveau national, ça va dans le bon sens. Il y a de plus en plus de PME, d'ETI, d'entreprises familiales qui créent des emplois, qui sont dynamiques, qui sont peut-être certes sous-traitants de plus grands groupes, mais en tout cas c'est là qu'il y a le plus, je dirais, de fun et de plans de carrière potentiels. Et quand on est patron d'une boîte cotée comme toi, tu passes ta journée rivée sur le cours de l'action ou tu arrives à être zen? Alors, très zen, puisque en tant qu'entreprise familiale, j'ai déjà dit, on s'inscrit sur le long terme. Ouais. Donc, on n'a pas de volonté de cession de l'entreprise. Donc, le cours, ça reste... voilà, c'est un sujet. Ça montre effectivement, quand le cours augmente, qu'on travaille bien. C'est un indicateur. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est d'être capable de financer son développement. Et avec la finance durable qui se met en place, la finance verte, on est bien positionné, comme je l'ai dit, comme acteur de référence de travail de qualité sur le développement durable. Alors, dans la famille, vous aimez beaucoup de choses, et notamment les chevaux. Donc, toi, déjà, tu étais à un bon niveau dans l'équitation. Tu étais quoi, au niveau national, international? Alors, en fait, on vient de la Mayenne, Laval, et c'est un département qui est très connu pour les chevaux. Donc oui, les chevaux, il y a différentes activités possibles. Ouais. Ça peut être, moi, ce que j'ai fait beaucoup, c'était du CSO, mais le CSO, c'est le saut d'obstacle. Et on est quand même avant tout passionné par les courses de trot. Et ça, c'est familial. Et donc, on continue. Et c'est important pour nous et on aime bien ça. Vous avez combien de chevaux au total? Joël l'avait dit l'autre fois, donc il y en a quand même quelques-uns. Hein. Je ne saurais pas répondre, mais une cinquantaine. Une cinquantaine à l'entraînement, oui. Et toi, pourquoi tu n'as pas persévéré? Alors pourquoi quand on voit, j'ai ma fille qui fait du cheval, et quand elles sont jeunes, il n'y a que des femmes, et quand on monte chez les champions, il n'y a que des garçons. Pourquoi? Alors j'ai choisi un autre plan de carrière, j'aurais pu continuer, mais... Alors ton meilleur souvenir, avant que les questions spontanées, côté vin, parce que vous êtes aussi épicurien, même s'il n'y a pas trop de vin du côté du Pouliguen, ton meilleur souvenir dégustation, c'est quoi? Et le restaurant qui t'a le plus ému? Alors, moins de 40 ans quand même, moins de 40 ans Maxime. Hein. Oui, non. Le meilleur souvenir de la dégustation, déjà, c'est tous les souvenirs. Parce que le vin, ça reste quand même un moment de convivialité, de partage. C'est un moment de bonheur. Donc, tous les souvenirs avec le vin sont toujours très agréables. Le meilleur souvenir, c'est, je pense, quand j'ai ramené à la maison une bouteille qui s'appelait la cuvée du papy de Stéphane Montez. Donc, c'est une cuvée prestige de Stéphane Montez qu'il a mis en l'honneur de son grand-père. Et donc je l'ai ramené à la maison et puis je l'ai présenté donc à mon père. Et puis il y a vu la symbolique en fait qu'il allait devenir grand-père et c'était un moment très sympa. Donc ça reste aussi un moyen de communication, le vin. Avec son papa. Et le resto, tu as eu une émotion sur un restaurant qui t'a, voilà, sur lequel tu te dis c'est quand même extraordinaire, ça sort des normes habituelles? Les restos extraordinaires, ça y en a. Le souvenir que je garde, c'est encore un souvenir familial, c'est... la première fois qu'on est allé en famille dans un restaurant gastronomique, donc j'étais avec mon frère, mon père, mon parrain, et puis c'est la première fois qu'on a fait une dégustation de vin.
Oui. Donc je garde un accord mets et vin assez extraordinaire. Et alors, ça fait quoi quand tu lis Challenge, quand tu vois les classements des grandes fortunes françaises, machin, tout ça, et quand on voit que la famille, parfois est citée, même tout le temps, ça t'agace? Tu trouves que c'est un manque de pudeur? C'est quoi? Ça te flatte? Ou tu te dis, bon, on s'en passerait bien? En fait, non, j'y accorde moins d'importance que le boulot. Et comme on l'a dit, c'est une valeur qui peut changer du tout au tout du jour au lendemain, puisque c'est une valeur fictive et latente. Et à partir du moment où on est là pour accompagner le développement et s'inscrire sur le long terme, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, on a annoncé au marché effectivement nos guidance. On a un positionnement qui est porteur sur lequel on a eu une croissance de 14% l'année dernière. Là, on vise effectivement un chiffre d'affaires d'1 milliard, proche d'1 milliard. Après, le plus important pour moi, parce qu'il y a des DAF, il y a des tout ça, le plus important, c'est vraiment de travailler avec des standards de qualité et en dormant tranquille. Donc, il est vraiment le plus important pour moi, c'est de travailler en transparence et de délivrer ce qu'on dit, c'est-à-dire on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc après, au niveau des guidance, ça c'est la communication financière et je n'ai pas vraiment de valeur ajoutée sur le sujet par rapport à ce qui a été public au mois de mars. Alors c'est avant tout les valeurs et puis un mode de fonctionnement. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et puis chaque entreprise familiale est différente d'une entreprise à l'autre. Mais les valeurs, on parlait du travail de qualité, du long terme, et la capacité qu'on a de se dire que si on ne sait pas faire, on ne va pas y aller. On est capable de ne pas avoir d'objectifs court-termistes, mais bien des objectifs de long terme. On est capable d'investir, de réinvestir sur nos outils pour accompagner l'évolution de nos métiers, pour réinvestir sur nos outils. Nous, on a une spécificité au niveau du groupe, c'est que tout le monde se tutoie. Ça permet d'avoir une proximité, tout le monde est capable d'échanger, et tout le monde est capable de dire son opinion, et on travaille tous ensemble. Et au niveau du mode de fonctionnement, ça a toujours été, c'est pas un fonctionnement où il y a celui qui décide et puis il y a les équipes. On travaille en équipe, c'est vraiment une dynamique de groupe. Et quand on a des nouvelles recrues, entre guillemets, qui ont des responsabilités, eh bien, à ce moment-là, c'est vraiment l'équipe qui va décider s'il est à la hauteur. Ce n'est pas qu'une question de compétences, il faut savoir fédérer, il faut savoir emmener, il faut dynamiser, il faut être exemplaire. Et on est vraiment sur une logique qui peut être différente à d'autres compagnies. Et cette dynamique et cette liberté peut faire une différence par rapport à des groupes plus importants qui, des fois, manquent d'agilité ou font preuve de plus d'inertie. Bon, et quand on est en famille, là, ça s'engueule souvent entre le frangin, le papa, tout ça, là, parce que pas facile, hein, c'est quand même familial. Et à côté, il y a le business. Donc tu t'engueules combien de fois par semaine avec ton père? C'est ma question. Alors jamais. Et donc c'est pas du tout pour... On t'embrasse, Joël. Non, mais c'est vrai, on a un mode de fonctionnement qui est très clair. Et donc ça fonctionne très bien. Mon père a une très grande expérience et une très grande connaissance du secteur. Il est passé par beaucoup, d'étapes. Et donc il y a beaucoup de choses à échanger. Il a joué avec des peines d'ailleurs. Hein. Il a fallu le construire. Exactement. Il est toujours très impliqué. Et avec mon frère, il y a une vraie complémentarité. Donc, en fait, il y a une distribution des rôles qui est très claire. Et par contre, ça n'empêche pas qu'on travaille très bien ensemble et on ne s'engueule pas. On le voit quand même de plus en plus, et puis personne n'est naïf. Il y a quand même une sensibilité et une sensibilisation de plus en plus importante de la population d'un point de vue général, et ce n'est pas que les jeunes, et ce n'est pas que la France, mais c'est bien au niveau mondial et global. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, on n'a qu'une seule planète, et que si on ne la préserve pas en termes de ressources et en termes de réchauffement climatique, on risque d'avoir des déconvenues. Donc effectivement, il y a un attrait très important sur ce secteur qui est comment, à partir des déchets, on va créer une ressource énergétique bas carbone, de proximité, comment on va réemployer une matière première. Je vais donner juste un exemple comme ça, c'est un acteur de la chimie, pour ne pas le nommer, qui nous a sollicité parce qu'il nous disait « j'ai de plus en plus de mal à aller chercher du brome dans la mer morte ». Oui. Et en fait, le brome, il en a besoin dans son procédé industriel. Il nous a dit « est-ce que vous avez une solution ?» En toute transparence, on lui a dit non. On a fait 5 ans de R&D main dans la main avec lui, et aujourd'hui, on a trouvé une solution. Donc, il nous envoie ces déchets bromés en train, pour le côté multimodal, décarboné, on les reçoit, et puis on a un traitement qu'on va faire, et on renvoie les bromures, qui vont tout de suite aller dans son process industriel. Donc c'est une boucle d'économie circulaire, dédiée à une matière, dans un contexte où il y a un vrai besoin. On est à l'écoute de nos clients,
et on est toujours en train de chercher des solutions pour répondre à leurs besoins. Et donc, on voit bien qu'une tonne de brome qui est régénérée, c'est 20 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'une tonne de brome vierge. Et c'est au niveau de l'utilisation de l'eau. On utilise pour une tonne de brome régénérée 5 mètres cubes d'eau, alors qu'il en faut 15 000 mètres cubes pour une tonne vierge. Donc on voit bien ce qu'on peut apporter aujourd'hui dans un contexte, je dirais, de réchauffement climatique, de crise qu'on peut voir sur la biodiversité, et surtout comment on préserve et comment on réduit l'impact environnemental de nous tous, en fait, réunis ce soir. Alors nous sommes cotés en bourse depuis 1997 et donc c'était un moyen pour mon père de lui pouvoir accompagner, parce que la finance durable qu'on vient de dire pour financer le développement n'était pas encore aussi présente à l'époque. C'était un moyen de pouvoir accompagner le développement, de lui donner aussi une rigueur dans sa gestion financière et dans les rapports qu'il faisait, et ça a permis aujourd'hui de créer l'histoire du groupe Séché comme elle est aujourd'hui. La première raison de l'écologie, c'est qu'on a une seule planète, on doit en prendre soin. Et la deuxième, c'est qu'on est tous de passage et on doit au moins offrir à nos enfants et à nos petits-enfants les mêmes chances que ce qu'on a eu de vivre, je dirais, dans un cadre privilégié et agréable. Enfin, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas ce que je dis, mais en tout cas, les ressources de la planète, on n'a pas le droit, nous, de passage, de ne pas les préserver pour les générations futures. Bon, il devait être fantastique, il a été. On l'applaudit chaleureusement, Maxime. Merci d'avoir pour le vent. Merci beaucoup. Merci, Maxime. Merci.